Peut-on expliquer la souffrance sans faire intervenir le mal ou l'erreur? Qu'est-ce que le tragique? Et pourquoi certains dictionnaires n'en parlent-ils pas? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo, mais ça sera après notre petit générique. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Le tragique est une idée philosophique qui a quelque chose de particulier, c'est que tous les dictionnaires de philosophie n'en parlent pas. Nous allons donc commencer cette vidéo par une revue des dictionnaires de philosophie que j'ai à ma disposition pour voir lesquels en parlent et lesquels n'en parlent pas. Alors, ceux qui n'en parlent pas sont les plus nombreux et presque les plus réputés. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par celui-ci qu'on appelle généralement le Lalande, puisqu'il a été coordonné par André Lalande au début du XXe siècle, en 1902 exactement, et qui s'appelle le vocabulaire technique et critique de la philosophie, et il n'en parle pas. Ensuite, donc, trois autres exemples. Celui-ci, le dictionnaire de philosophie de Jean-Pierre Zaradert, qui est plus récent puisqu'il date de 2017, et lui non plus n'en parle pas. Ce livre-là, coordonné par Laurence Hansen-Love, qui est la philosophie de A à Z, qui doit être acheté par, je sais pas, au moins la moitié des études des élèves de terminale pour préparer le bac philo, n'a pas d'entrée pour le tragique. Alors il y a une entrée pour la tragédie, dans lequel le tragique est cité, mais c'est vraiment une entrée très très courte. On peut quasiment considérer que ce livre n'en parle pas. Voilà, je les pose par terre. Et puis, pour finir, celui-ci, alors le grand dictionnaire de la philosophie de Larousse, qui est vraiment un ouvrage de grande qualité en fait, mais il n'a pas non plus d'entrée pour le tragique. Alors, qui en parle? Qui en parle? Alors, donc, principalement deux dictionnaires dans la catégorie dictionnaire. Euh, Vous avez le dictionnaire amoureux de la philosophie de Luc Ferry et le dictionnaire d'André Comte-Sponville, enfin le dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville, qui sont en effet deux philosophes qui s'intéressent au tragique. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ceux qui s'intéressent au tragique en parlent, mais les autres, carrément, n'en parlent pas. Puis vous avez aussi, mais c'est pas un dictionnaire, mais bon, ce livre d'André Comte-Sponville, Du tragique au matérialisme, qui est un recueil de nombreux articles écrits par André Comte-Sponville, et bien entendu, à plusieurs reprises, il y parle du tragique. Et puis je voudrais aussi citer, là non plus, ça n'est pas un dictionnaire, mais c'est de Clément Rosset, un grand Nietzschéen, qui s'appelle La philosophie tragique. Alors, c'est un ouvrage de jeunesse, mais c'est quand même assez intéressant. Et globalement, on peut dire que toute l'œuvre de Clément Rosset est une œuvre sur la philosophie tragique. Cette absence est surprenante, puisqu'en fait, la plupart des grandes idées, des grands concepts de philosophie se retrouvent dans tous les dictionnaires de philosophie. Des mots comme, je sais pas, vérité, justice, beauté, vous avez un article dans tous les dictionnaires de philosophie, ou même optimisme, pessimisme, absurde, qui sont très proches de l'idée de tragique, se trouvent eux aussi dans la plupart des dictionnaires de philosophie, si ce n'est enfin, de la totalité de ceux que je connais. Donc de cette rapide revue des dictionnaires, on peut déduire que le tragique pose problème à la philosophie. Et que pour certains, ça n'est même pas de la philosophie, puisque ça ne figure pas dans leur dictionnaire. Donc nous allons d'abord essayer de comprendre ce qu'est le tragique, et à la fin de la vidéo, eh bien, nous essaierons d'expliquer ce qu'est, enfin pourquoi ce tragique pose autant de problèmes à la philosophie. Historiquement, le tragique est issu des pièces de théâtre de la Grèce antique, qu'on appelle des tragédies,
écrites par Sophocle ou Échille, qui ont été très bien analysées par Hegel et Luc Ferry. Généralement, donc, ces pièces parlent de récits mythologiques dans lesquels interviennent des événements tragiques. Je vous mettrai à ce propos donc dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo justement de Luc Ferry qui analyse très très bien ces pièces. Et puis bien entendu, on peut se référer aux ouvrages, enfin à l'ouvrage de Nietzsche sur la naissance de la tragédie. Dans cette vidéo, donc, je m'appuierai essentiellement sur les analyses, les définitions faites par Luc Ferry et André Comte-Sponville. Alors, pour commencer, on va définir qu'il y a deux dimensions essentielles dans le tragique. C'est la souffrance et la surprise. Par exemple, on ne parle pas de tragique quand un événement nous fait souffrir, mais qu'il était prévisible. De même, on ne va pas parler de tragique quand un événement est imprévisible, mais qu'il ne nous fait pas souffrir, qu'il est joyeux. Par exemple, on va prendre deux situations qui vont être imprévisibles, mais dans un cas, ça sera tragique, et dans l'autre, ça ne le sera pas. Si je vais chez mon boulanger acheter du pain, bon, j'arrive, mon boulanger est très heureux puisqu'en fait, sa fille vient de donner naissance à une petite fille, donc il est grand-père pour la première fois, donc il est très content et il m'offre des croissants. Donc c'est un événement qui était imprévisible, mais qui est joyeux, et donc je ne vais pas parler de tragique. En revanche, si je vais chez ce même boulanger, que la boulangerie est fermée et qu'on m'apprend que, en fait, le boulanger n'a pas pu ouvrir sa boulangerie parce que sur le chemin le matin, quand il a voulu se rendre à la boulangerie, il s'est fait renverser par une voiture et il est mort. C'est à la fois imprévisible, et là, par contre, c'est un événement malheureux qui fait souffrir autour de lui, et donc là, on parle de tragique. Vous voyez ? Donc, c'est important, la dimension imprévisible ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait la souffrance. Je vais prendre un autre exemple. Là, par contre, sur l'aspect prévisible ou imprévisible. Imaginons quelqu'un qui meurt. Bien entendu, c'est un événement malheureux qui génère de la souffrance autour de lui. Si cette personne souffrait d'une longue maladie et que donc tout le monde s'attendait à son décès, c'est un drame, c'est une souffrance, mais ça n'est pas tragique parce qu'on s'y attendait. À la limite, ce qui pouvait être tragique, c'est le moment de l'annonce de la maladie, puisque là, on ne s'y attend pas. Un jour, on va chez son médecin et il nous apprend qu'on a une maladie grave. Et donc, à partir de là, bien entendu, il y a un processus qui est engagé. En revanche, si, comme le boulanger, une personne se fait renverser par une voiture, là, c'est tragique, puisque c'est à la fois imprévisible et ça génère de la souffrance. Donc on voit bien qu'il y a ces deux dimensions qui sont nécessaires pour définir ce qu'est le tragique, ce qui le sépare du drame. Alors en fait, il y a deux approches possibles pour définir le tragique. On verra après que c'est quasiment la même chose, mais dans un premier temps, on peut définir ces deux approches. Alors la première, c'est de lier, c'est celle qu'on retrouve dans la mythologie grecque, c'est de lier le tragique au destin. Le destin étant généralement l'action des dieux. C'est-à-dire que le personnage, le héros, s'engage dans une action, et là, les dieux interviennent et lui font mourir en général, ou le transforment, enfin, ou lui font subir un châtiment quelconque. Donc là, bien entendu, c'est le tragique, puisque le destin s'abat sur la personne. Alors, Clément Resset étend cette définition en disant que le destin, c'est tout ce qui nous semble inattendu, imprévisible. C'est comme s'il y avait des dieux qui nous faisaient subir une sorte de châtiment, quoi. Donc ça, c'est la première approche.
La deuxième approche, c'est de dire que le tragique survient quand il y a croisement entre deux logiques, qu'on va dire orthogonales, c'est-à-dire normalement ne se croisent pas, ne sont pas les mêmes logiques. Alors, l'exemple classique, c'est Antigone, hein, qui euh, outrepasse le décret de Créon, le roi de Thèbes, qui lui interdit d'enterrer son frère. Bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais donc il y a contradiction entre la loi morale qui pousse Antigone à, comment dire, enterrer son frère. euh, alors son frère, attendez, son frère Polynice, voilà. Hein. Donc elle, c'est la loi morale qui lui fait enterrer son frère, et la loi de Créon qui applique en effet la loi de Thèbes, et donc qui lui interdit de le faire. Et donc Antigone est condamnée à mort. Donc on voit là qu'il y a deux logiques, chacune pensant détenir la vérité, le bien, chacune ayant sa propre oui, logique, justification, hein, et qui se croisent, et bien entendu, ça crée un problème dont Antigone est la victime. Alors, parfois, cette deuxième logique, c'est celle du monde qui nous entoure. Hein. Donc, il y a contradiction entre notre logique, nos désirs, nos idéaux, et le monde qui nous entoure, qui n'est pas là pour satisfaire ni nos désirs, ni nos idéaux. Et donc, ça génère, bien entendu, dans tous ces cas-là, de la souffrance. On le voit en fait, ces deux approches du tragique sont la même, puisque ce qu'on a appelé le destin, c'est en effet la logique du monde, hein, qui n'est pas forcément compatible avec notre propre logique, avec nos propres désirs, nos propres idéaux. Par contre, ce qui est intéressant, comment dire, c'est que dans les deux cas, mais donc voilà, c'est que le, le, le tragique nous permet de comprendre la souffrance sans avoir besoin de faire intervenir le mal. C'est-à-dire que cette souffrance provient, on a le dit, de la contradiction, de l'incompatibilité de deux logiques, de deux approches. Hein. La logique du monde, bon, enfin la nécessité du monde, et puis nos désirs, nos idéaux, nos idées en général. Voilà. Donc en fait, le fait d'expliquer la souffrance sans faire intervenir le mal fait que généralement on considère les philosophes tragiques comme immoraux ou amoraux, hein, puisque ils n'ont pas besoin du bien et du mal pour expliquer la souffrance. Alors qu'en fait, euh, on le verra dans une autre vidéo hein, que je ferai sur comment dire comment agir face au tragique, comment vivre dans un monde tragique. Mais les philosophes, les penseurs tragiques sont souvent des gens assez moraux, mais ils définissent une autre morale, hein, qui ne fait pas intervenir forcément le bien et le mal. Alors, qui se résume assez bien d'ailleurs par cette citation de Pascal, cette phrase qu'on trouve dans les pensées de Pascal, où il dit que la vraie morale se moque de la morale. Oui. Et on trouvera ça aussi chez Nietzsche. Donc les, les penseurs tragiques ne sont pas du tout des êtres immoraux, tels qu'on pourrait le penser, mais au contraire des êtres extrêmement moraux, mais en revanche, ce n'est pas la morale ordinaire. Alors André Comte-Sponville distingue deux sortes de tragiques, deux origines, on va dire, du tragique, qui est le tragique de l'exception, c'est celui dont on a parlé principalement jusqu'à présent, c'est-à-dire l'événement qui survient et qui est tragique, qui provoque de la souffrance. Donc ça, c'est le premier tragique. Et le deuxième tragique, c'est le tragique de l'ennui, le tragique de l'inactivité totale qui génère de l'ennui et donc, bien entendu, bah, aussi une sorte de souffrance. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on tombe dans ce deuxième tragique en voulant échapper au premier. Hein, puisqu'on se dit
si j'entreprends quelque chose, ça va échouer parce qu'il va se passer il va y avoir un événement qui va m'empêcher d'accomplir mon projet et donc forcément je vais être déçu. Donc, bah, je vais ne rien faire. Hein. Et en fait, à ce moment-là, on retombe dans le deuxième tragique, qui est le tragique de l'ennui. Donc, on voit bien que il y a pas on peut pas échapper au tragique. Qu'on fasse quelque chose, on risque de tomber, d'être confronté au tragique de l'exception, ou qu'on ne fasse rien, à ce moment-là, c'est le tragique de l'ennui, mais dans tous les cas, il y a tragique. Et c'est bien là le problème. C'est que le tragique nous confronte à quelque chose d'inéluctable. La souffrance est inéluctable. La souffrance extrême qui est la mort, ou la pensée de la mort, elle est absolument inéluctable. Et en plus, elle est imprévisible. Mais on ne peut pas échapper à la mort. Hein. Donc on ne peut pas échapper à la souffrance. Je veux dire, il nous arrive un accident, on va souffrir. Voilà, c'est comme ça. Alors on peut atténuer la souffrance, on peut reculer la mort, bien entendu. Hein, il ne s'agit pas de ne rien faire. Le tragique n'est pas du tout ni un pessimisme, ni un fatalisme. Hein. Ça ne nous dit pas qu'il faut ne rien faire. Et là encore, c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo. Hein. Simplement, c'est l'idée qu'on ne peut pas y échapper, sous une forme ou sous une autre. Cette idée donc qu'on ne peut pas échapper au tragique, qu'on ne peut pas échapper à la souffrance, forcément dérange la philosophie dite classique, qui généralement cherche à nous proposer des solutions pour justement échapper à la souffrance, ou au mal, ou à l'injustice. Hein. C'est-à-dire, par exemple, Platon considère qu'on fait le mal par erreur. Donc si on n'est pas dans l'erreur, si on pratique la philosophie, la dialectique, bah à ce moment-là, on va échapper au mal. On sera dans le bien. Hein, etc. Tous les philosophes, en particulier ceux qui ont défini ou décrit des utopies ou des idéaux, alors je pense le grand... on pense par exemple à Marx. Hein. Marx nous décrit, et même Platon avec la République, hein, mais Marx nous décrit une société un peu idéale, hein, une société sans classe qui est l'objectif et qui à ce moment-là supprimera toutes les injustices et donc les souffrances sociales. Ce que nous dit le tragique, c'est que ça n'est pas possible. Donc forcément, la philosophie classique n'aime pas la pensée tragique. Elle a l'impression que ça n'est pas de la philosophie. Et donc, d'où l'absence de ce concept, de cette idée, dans la plupart des dictionnaires, qui font parfois allusion dans l'article sur l'absurde. Parce que l'absurde, qui fait le même constat, hein, qui fait le constat que, comme le dit Camus, le monde ne répond pas à nos questions, à nos interrogations, à nos espoirs, hein, mais qui pense que c'est absurde ça. C'est-à-dire que le monde devrait répondre à nos questions, à nos espoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'absurde naît de ce sentiment que le monde n'est pas tel qu'il devrait être, alors que le tragique fait le constat que le monde est comme il est et qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. Et donc, dans les ouvrages, dans les dictionnaires de philosophie, on préfère généralement l'absurde, qui donne un espoir, puisqu'en fait, toute la construction philosophique a comme idéal d'échapper à l'absurde du monde, alors que le tragique, lui, nous dit que cet espoir-là est vain. C'est pas possible. On ne peut pas échapper au tragique. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère bien entendu qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la gratifier d'un petit pouce vers le haut. Encore mieux de vous abonner ou de la partager avec vos amis. Hein. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.